Puis il me dit, en me voyant fumer, quand je l'appelais, il me dit, vous savez, le bon Dieu, il vous a donné des yeux pour voir, il vous a donné un nez pour respirer et des oreilles pour entendre. S'il avait voulu que tu fumes, il t'aurait donné une cheminée. Donc cette violence-là, il faut réussir éventuellement à l'exprimer dans un art. Ça peut être un art martial, ça peut être une autre forme d'expression artistique. Et en l'exprimant, on va la comprendre et on va la canaliser. François, bienvenue à notre podcast. Merci de m'accueillir. Plaisir. J'ai pas trop l'habitude de faire des podcasts en français, mais je te suis sur LinkedIn et j'ai vu certains de tes posts et ça m'a vraiment interpellée dans le sens que on voyait des gens, enfin je ne te connaissais pas avant et on voyait déjà qu'il y avait une histoire derrière ton parcours et que tes mots étaient riches et lourds d'expérience en fait. Et en fait, quand tu m'as envoyé ta petite bio, j'étais choquée en fait parce que je ne m'attendais pas en te voyant, quelqu'un qui fait du MMA, quelqu'un qui fumait beaucoup, qui buvait beaucoup, qui avait un surpoids. Peut-être avant de basculer sur l'après, tu pourrais nous raconter un petit peu l'avant. Oui, bien sûr. Qui était François avant? Qui était François? Bon, il y a toute une partie d'une enfance très privilégiée dans le nord de la France, pas en manque de rien du tout. Une enfance très stable et très épanouie. Et puis, mes études et mon premier job m'ont amené à Maurice. D'accord. Pareil, j'ai été adopté par ce pays que j'aime beaucoup, dans lequel je vis maintenant depuis 10 ans. Wow. Et tu es pratiquement mauricien maintenant. Alors officiellement non, mais Oui. mon ressenti c'est que oui. D'ailleurs, à mon dernier combat, j'ai même demandé à représenter Maurice. C'est vrai. Il se trouve qu'il y a des règles et que D'accord. j'ai pas eu le droit et on m'a Malheureusement. affiché mon petit drapeau français. J'ai pas réussi à Oh. m'en détacher, mais peut-être un jour La prochaine fois. je lâche pas le combat. Oui. Effectivement, mon histoire personnelle, comme beaucoup de gens, j'ai connu des moments plus difficiles. Le but, c'est pas forcément de rentrer dans les détails, mais on parle d'une relation toxique qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et j'ai beaucoup subi. Il m'a fallu des années pour avoir le courage de faire une fin qui était nécessaire. Et le jour où j'ai eu ce courage-là, effectivement, j'étais très différent d'aujourd'hui. Donc, je fumais un paquet de cigarettes par jour, ce qui est énorme. Il faut se rendre compte, pour ceux qui ne sont pas fumeurs, un paquet par jour, ça attaque ton corps, mais ça attaque aussi ton mental, ça attaque ton sommeil, ça attaque ta confiance en toi. Il y a eu ça, il y a eu l'alcool, pas autant que ça, mais pareil, c'est pas terrible pour l'hygiène de vie. Une très mauvaise nutrition, une bonne dizaine de kilos en trop, un manque de confiance en moi-même, une estime de moi-même qui était assez faible, un corps qui était différent et peut-être même plus important, un mental qui était différent. Et c'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a peut-être, j'ai arrêté de compter, mais disons entre 3 et 4 ans. Seulement, moins de 4 ans, 3 ans, quelque chose. Wow. Quand je me regarde aujourd'hui et que je regarde ces derniers mois, ces dernières années, tout ce que j'ai pu accomplir et qui je suis devenu, c'est vrai que ça paraît dingue. Ça paraît dingue d'avoir été aussi bas et ça paraît dingue d'être entre guillemets aussi haut, enfin en toute humilité, aussi haut dans certains domaines aujourd'hui. Et c'est ce qui est intéressant dans les rebonds, c'est que parfois on va plus haut que ce qu'on aurait été si on n'était pas tombé. Absolument. On serait peut-être resté stable, on n'aurait peut-être pas atteint des niveaux qu'on aurait pensé possibles. Et le fait de rebondir nous fait aller encore plus haut que ce qu'on aurait été si on n'était pas tombé. Donc, en fait, ça nous donne du purpose, ça nous donne une raison de vivre. Et en fait, j'ai vécu probablement mes moments les plus difficiles il y a 11 ans à peu près. Et à chaque fois que, enfin, j'y réfléchis de moins en moins maintenant, mais à chaque fois que j'y pense, je me suis dit que ma vie n'aurait jamais pris la tournure qu'elle a pris aujourd'hui si je n'avais pas vécu ces moments-là. Bien sûr. C'est là où ils sont presque nécessaires et où je ne les regrette pas. Dans tous les cas, je n'aurais pas pu les regretter parce que déjà, ça m'a donné ma fille qui a 8 ans aujourd'hui, etc. Donc, c'est forcément positif. Mais même aujourd'hui, je suis presque reconnaissant en fait de l'opportunité d'avoir eu ce rebond et d'être arrivé là où je suis actuellement. Alors, le déclic, c'était quoi alors? Alors, le déclic, c'est marrant parce que on dirait une histoire presque romancée, alors que c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Oui. Du coup, quelques semaines après avoir pris mon courage à deux mains et avoir pris une décision qui reste une décision difficile, j'étais chez moi un soir
C'était en week-end, dans mon canapé, Ok. en train de fumer des cigarettes, en train de boire des bières et probablement, je ne sais plus ce que je mangeais, mais c'était pas quelque chose de très équilibré. C'était pas de la salade. C'était pas de la salade du tout, ou alors vraiment une fine tranche dans un burger, mais ça s'arrête là. Et j'allume ma grande télé, et j'allume YouTube, et vous savez, YouTube vous propose des suggestions, etc. Et je ne sais pas comment, de manière aléatoire, l'algorithme m'a proposé un combat de MMA, ce qui est étonnant parce que jusqu'alors, je n'avais jamais vraiment regardé ni de MMA, ni de sport de combat. Donc, toute ma jeunesse. j'avais jamais fait de. Parce que je crois que tu avais fait l'escrime dans le Oui, passé. alors ça dépend. Certains vont considérer l'escrime comme un sport de combat, certains non. C'est vrai que c'est probablement moins violent que les autres sports de combat. J'étais très sportif jusqu'à mes 18 ans. J'étais un bon escrimeur. J'ai fait du fleuret pendant longtemps, qui est une des 3 armes de l'escrime. J'étais à un niveau régional de compétition. J'y ai consacré quand même 10 ans de ma vie. Donc de 7 ans à 17 ans. Je pense que c'est là où j'ai développé mon goût de la compétition parce que c'était vraiment des entraînements quasiment tous les jours. Et la discipline également. C'est un sport qui… Là, je peux faire un parallèle parce que bien sûr, on retire la violence, mais c'est un sport qui est très technique, qui est très tactique, très physique aussi. On ne se rend pas forcément compte de l'explosivité que ça demande au niveau des jambes. C'est quelque chose, les réflexes, la vitesse et le mental. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui déjà à l'époque était un peu une de mes forces parce que je restais très calme. Je ne sais pas si tu as déjà vu aux Jeux Olympiques, parfois c'est le seul moment où on voit un peu d'escrime à la télé. Jeux Olympiques, souvent on voit même les grands champions, ils marquent une touche et ils s'explosent, ils jettent leur masque, ou alors l'arbitre prend une décision qui ne leur plaît pas, il y a vraiment des explosions. Moi, jamais, toujours très calme. C'était la petite réputation que j'avais sur le circuit, toujours très posé, toujours très calme, c'était ma force. Ce n'était pas forcément mon allonge ou mon physique ou même ma technique, c'était mon calme. Mais c'est mon seul rapport. Et c'est une qualité que tu gardes toujours aujourd'hui? Et c'est une qualité que je garde toujours. Ouais, je suis très calme et aussi très optimiste, très positif. Mais c'est mon seul rapport, on va dire, au sport de combat. Et encore, moi-même, je ne le considère pas tout à fait comme un sport de combat. J'avais une petite attirance, je me souviens, étant plus jeune, pour la boxe anglaise. Mais je n'avais jamais osé demander à mes parents parce que j'étais sûr qu'ils allaient dire non. J'ai grandi dans les quartiers favorisés entre le golf et le centre équestre. C'est pas trop le genre de quartier où on pratique la boxe anglaise généralement. Donc j'ai même jamais osé demander, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'avait un petit peu attiré, mais sans forcément regarder, sans forcément pratiquer. Donc j'avais une totale méconnaissance. C'est quand même bizarre. Enfin, je ne sais pas si tu penses à cet adage qui dit que everything happens for a reason, mais c'est quand même bizarre que l'algorithme t'a montré cela. C'est marrant, hein? Après, c'est la période aussi où ce sport-là est en train d'exploser. On parle de la période de Covid. En fait, il faut savoir que le MMA, et je reviendrai peut-être après sur une définition de ce que c'est, mais c'est un sport qui a explosé en période de Covid parce que c'était le seul sport live qui est resté en période de Covid. Tous les sports américains type basket, football américain, donc des sports d'équipe qui demandent beaucoup de monde et du coup des risques de contamination étaient tous annulés, reportés. Or, le MMA finalement, c'est que 2 personnes qu'on met dans une cage avec des équipes réduites. Il y a un coach, des assistants coachs, mais des équipes réduites qu'on peut tout à fait isoler. Donc, le contact, au final, c'est que les 2 adversaires. Que les 2 adversaires qui avaient été testés, comme ils sont testés d'ailleurs pour tout un tas de choses. Même moi, au niveau amateur, j'ai tout le temps des bilans sanguins, tout le temps testé à tout plein de choses. Donc, ils ont réussi à maintenir en fait le sport live. Et du coup, c'était le seul sport live majeur pendant la période de Covid. Ils ont explosé en nombre de spectateurs. Et les fans d'aujourd'hui, la plupart, sont des fans récents en fait. Et donc, je pense que YouTube, ce n'était pas un algorithme qui était lié à moi, c'était un algorithme par rapport à des sujets qui étaient… À la demande à l'époque, etc. En vogue. M'a poussé un premier combat sur lequel j'ai cliqué et sur lequel j'ai tout simplement halluciné. Mais qu'est-ce qui t'a interpellé en fait? La première chose qui m'a interpellé, c'est l'aspect physique des combattants. C'était un combat de poids lourd, donc on parle des combattants à plus de 100 kilos. Et ces 100 kilos de muscles, c'est des physiques qui sont ultra impressionnants. Donc d'abord, forcément, moi, dans mon canapé, avec mes 90 kilos, qui n'étaient pas des… C'est ça, j'ai vu l'écart, donc ça m'a quand même fait quelque chose. Et après, ce qui m'a interpellé, c'est l'opposition de style. Ce combat précis, c'était un représentant du Muay Thai, que tu connais un peu comme discipline, face à un lutteur. Donc ces 2 approches du combat qui sont complètement différentes, puisqu'il y en a un qui essaie de frapper dans son sport de percussion, que ce soit avec ses mains, avec ses coudes, avec ses genoux, avec ses jambes.
et l'autre qui n'est pas du tout là pour frapper, et l'autre qui est là pour attraper, contrôler, faire tomber et faire abandonner l'autre avec des techniques de clés, d'étranglement, etc. Donc, c'est Donc deux chacun approches. est dans son style. Chacun reprend son style, et Wow. pourtant, ils partagent la même cage. Or, pour moi, qui étais complètement novice dans ce domaine-là, pour moi, les sports de combat sont très codifiés. Je savais que la boxe anglaise, c'était que les mains, que le kickboxing, on rajoutait les jambes, que le muay, on rajoutait les coudes et les genoux. Je sais que le judo, il y a un kimono qu'on attrape, qu'on projette, mais qu'on ne suit pas forcément au sol. Je connaissais un petit peu tout ça. Et là, c'est comme si C'est tout ils mélangé, avaient il n'y a plus de rassemblé règles. toutes les règles. Alors, il y a Oui. quand même des règles pour la sécurité, Bien pour sûr, l'éthique, bien effectivement. Mais chacun peut utiliser son style. C'est ce que veut dire le MMA. Donc, Mixed Martial Arts, c'est un mélange de tous les arts martiaux, donc toutes les techniques de percussion, boxe, donc les différents types de boxe, les boxes thaï, les boxes anglaises, kickboxing, karaté, etc. Et toutes les techniques qu'on appelle les sports de préhension, les anglo-saxons disent des techniques de grappling, ça va rassembler la lutte, qui est un sport ancestral, qui a plus de 2500 ans, le judo, qui est un sport, un art martial qui a très bonne presse, souvent qui est pas vu comme trop violent, qui est très accepté par la société. Le jiu-jitsu brésilien, peut-être un peu moins connu par certains. Un peu plus violent, je pense. Non Oui, qui peut amener à des blessures traumatisantes. Okay. Si on parle de techniques de clés de bras, de clés de genoux, d'étranglement, etc. Okay. Et tout ça mélangé en un seul sport. Et les fondamentaux de ce sport, l'origine, c'était justement des représentants du jiu-jitsu brésilien qui voulaient faire la promotion de leur sport aux États-Unis et donc qui ont mis un de leurs champions dans une cage et qui ont fait la promotion d'un événement en disant « Amenez-nous les meilleurs dans les différentes disciplines. » Et ce champion on verra quel est l'art martial qui est le supérieur, l'art martial ultime, quel est le plus fort. Parce qu'un combat de boxe anglaise va répondre à la question qui est le meilleur boxeur. Un combat de lutte va répondre à la question qui est le meilleur lutteur, mais la question qui est le meilleur combattant. Pour savoir, il faut pouvoir mixer et accueillir des représentants de chaque discipline. Et donc dans ce premier événement, il a fait son case, il a montré que le jiu-jitsu était supérieur à partir du moment où les adversaires n'ont aucune notion de jiu-jitsu. Après, les choses se sont équilibrées parce que les combattants ont appris ce que c'était que le jiu-jitsu et ils ont au moins atteint un niveau qui leur permettait de se défendre et de limiter le succès du jiu-jitsu. Ça reste un des sports majeurs en MMA, mais ça a permis de mixer. Il faut quand même si tu choisis ton style, il faut quand même que tu aies une notion basique des autres styles également, parce que si tu es par terre, le Muay Thai, ça va te servir à rien du tout. Ce que je disais avant qu'on commence, c'est un peu, il faut voir par exemple dans le monde animal, un lion dans la savane, c'est quasiment le prédateur ultime. En revanche, si on jette ce lion dans un bassin rempli de requins, il va juste être un autre repas pour les requins. Et si on sort le requin de l'eau et qu'on le met au milieu de la savane, pareil, il ne va pas faire grand-chose. Donc effectivement, c'est un sport qui demande à avoir au moins un minimum dans un certain nombre de disciplines, et c'est ce qui le rend aussi complexe, mais du coup aussi beau. En quoi ça... Bon, tu as eu cette première expérience où tu as passé, je crois que tu m'as dit que tu as passé des heures à regarder des vidéos, à enchaîner les vidéos, mais en quoi ça a transformé ta vie? Dans le sens que c'est une chose de regarder des choses, on regarde plein de trucs tout le temps maintenant avec le social media, et de décider, non, c'est ce que j'aimerais faire et ça va changer, ça va me transformer. Voilà, je dois être honnête, j'avais aucune idée que je finirais par vraiment rentrer dans une cage. J'étais tellement loin que pour moi, ça paraissait inatteignable, même à un niveau amateur et national ici à Maurice. Pour moi, je ne faisais déjà pas de sport, donc on était très loin de ça. J'ai découvert ça, ça m'a fait un choc. Je l'ai découvert comme tu as déjà eu cette expérience de découvrir une série sur Netflix que tu ne connaissais pas et d'adorer cette série. Et là, tu découvres qu'il y a 30 saisons. Aïe, aïe, aïe. Là, il faut m'investir maintenant. Je n'ai pas remonté les 30 saisons en une seule nuit, mais j'ai commencé à remonter, parce que comme moi, j'étais nouveau spectateur, j'ai commencé à chercher et à découvrir. Moi, à l'époque, je ne savais même pas que ces noms-là étaient des noms de légende. Je regardais des combats de Conor McGregor. J'avais déjà entendu ce nom-là parce que c'est le nom le plus connu de ce sport. Mais je regardais des combats de John Jones, de Georges Saint-Pierre, qui sont des légendes absolues de ce sport, sans même savoir qui c'était. Et j'ai enchaîné comme ça les visionnages toute la nuit, quasiment nuit blanche. Et au petit matin, quand les magasins se sont ouverts, je suis parti dans un magasin, je ne sais pas si je peux le citer, mais bon, dans un magasin d'équipement mauricien, et j'ai acheté un sac de boxe.
avec carrément la structure, etc. Donc, bon, je sais que ça peut paraître un choix un peu Sans aucune soudain, formation, rien. sans Juste rien du tout. Ouais, ok. Je l'ai mis dans ma cour, chez moi. J'avais acheté la paire de gants MMA, donc c'est des petits gants, hein, c'est les plus petits gants que dans les sports de combat. Ok. Donc, en fait, c'est juste pour protéger tes… C'est 3 fois rien, c'est des gants avec, j'aurais pu en ramener d'ailleurs, c'est des gants avec une pomme ouverte, contrairement au gun box, Ok. pour pouvoir justement saisir. Parce qu'avec un gant de boxe, on ne peut pas attraper le bras ou la jambe de quelqu'un et faire de la lutte, du judo. Donc c'est des gants qui sont ouverts sur l'intérieur et qui ont une fine couche pour te donner une indication. Je sais que tu boxes un peu. Les gants de Muay Thai, en fonction de ce que tu vas choisir, ça va être entre 10 et 16 selon le rembourrage. Nous, en MMA, c'est du 6. Donc c'est vraiment des petits gants. Et donc j'ai mis ça et j'ai tapé dans mon sac de frappe dans ma cour. Déjà, je me suis étouffé, je n'avais pas de cardio du tout, hein, j'avais les poumons encrassés. Et surtout, donc, à ce moment-là, il n'y avait aucun autre sport dans ta vie? Non. Tu et depuis pas des gym, années, non, Ok. j'étais un ancien sportif il y a longtemps. Souvent, comme beaucoup de jeunes, à partir du moment les études supérieures, la business school, on est plus passé sur la fête, les études, etc. On a un petit peu laissé le sport. J'ai fait des longues études, je suis arrivé ici et puis très rapidement, la vie a fait que j'ai arrêté. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du sport et j'avais surtout pas de technique. Donc dès la 4e frappe, j'ai tordu mon poignet et je suis parti me coucher et ça s'est arrêté là pour ce jour-là. Et j'ai laissé un peu ça de côté. Bien sûr, je frappais toujours dans mon sac un petit peu, mais j'avais aucun projet de devenir un jour combattant, ne serait-ce qu'amateur et à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'ai eu un premier déclic sur mon état physique et mental et je me suis dit qu'il allait falloir changer les choses pour tout simplement avoir une vie plus heureuse en fait au début et puis une meilleure image de moi-même. Et puis c'était une période de remise en question, hein. Forcément, la fin d'un cycle, c'est toujours le début d'un autre et ça vient avec son lot de questionnements. En tout cas, chez les gens comme moi qui ont tendance à se remettre en question, ça vient avec tout ça. Et donc, ça a été effectivement le début d'une période de changement. Tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a plutôt été comme les dominos. Un domino qui tombe et qui fait tomber le suivant et qui fait tomber le suivant. Donc, un cercle vertueux. C'est ça. On parle souvent plutôt des cercles vicieux, mais l'inverse existe aussi. Chaque changement positif a emmené un autre changement positif. Mais est-ce que tu t'étais fixé des objectifs en te disant, OK, je vais d'abord arrêter la cigarette, ensuite, ou tout est arrivé en même temps en fait? Et j'avais pas un calendrier, j'avais pas un plan, parce que ça, c'est tout de suite aller sur un niveau, disons, plus opérationnel, mais j'avais un big picture. J'avais une idée de à peu près qui je voulais devenir et qui je voulais plus être. Et c'était déjà pas mal. J'avais une grande direction. En entreprise, ils appellent ça une vision. Et puis après, ça se décline en des missions, des valeurs, des plans opérationnels. Disons, j'avais que la vision, moi. C'était déjà pas mal. Et cette vision, elle m'a amené à faire un premier changement. Donc, dans mon cas, ça a été l'arrêt de la cigarette, ce qui a été un énorme changement pour moi. Tu peux nous en parler un tout petit peu parce qu'on a 2 fumeurs là dans la salle. Oui. J'aimerais bien avoir des petits tips. En fait, pourquoi je te demande ça aussi, c'est parce que enfin, moi, je n'ai jamais fumé, mais j'ai des amis qui fument et ça m'a toujours intriguée en fait. L'attrait de la cigarette m'a toujours intriguée parce que autant que je bois de temps en temps et je peux apprécier un bon vin ou un bon champagne, je ne comprends pas l'attrait de la cigarette en fait. En réalité, la première cigarette, je pense que c'est un peu comme le premier verre d'alcool. Ils sont très rares ceux qui l'apprécient. C'est pour ça qu'on peut aussi les classer dans la catégorie poison. Si ton corps, instinctivement, au premier contact, dit « ça sent pas bon », le goût n'est pas bon, c'est peut-être qu'il essaie de te protéger de quelque chose. Après, l'alcool, c'est vrai qu'il y a un savoir-faire, il y a des histoires généralement, il y a un côté comme ça qui fait qu'on rajoute… Ça a un effet physique aussi, on se sent un petit peu plus, on perd nos inhibitions. C'est ça, ça désinhibe, ouais. Contrairement à la cigarette, c'est vrai qu'il y a assez peu d'atouts, on va dire, d'avantages. Non, le non-fumeur ne ressent pas le besoin de fumer. C'est le principe même d'un produit à dimension addictive. On n'aime pas la première, on le fait pour des raisons diverses et variées. Et puis après, on glisse. Chacun a son rythme, il y en a qui glissent comme ça. Ça a été mon cas, dès que j'ai commencé à fumer, j'ai fumé beaucoup. Puis il y en a qui vont fumer socialement, une petite cigarette de temps en temps. L'inconvénient de ça, c'est qu'ils vont moins voir les aspects négatifs, donc ils vont dire c'est ok, je fume très peu.
souvent ceux qui disent ça, moi je remarque qu'à chaque fois que je les vois, ils fument. Mais peut-être je tombe au mauvais moment, je ne sais pas. Mais oui, l'arrêt de la cigarette, écoute, moi j'avais essayé plein de techniques différentes, notamment la volonté, qui est une technique quand même humaine, hein, et donc du coup avec ses fragilités. Là, j'ai utilisé une technique qu'on appelle la méthode simple pour arrêter de fumer de Alan Carr. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout issu du milieu des addictions, pas du tout issu du milieu de la santé. C'est un ancien gros fumeur, plus de 3 paquets par jour. 3 paquets, donc on est Alors, en 3 train de paquets parler par de jour, 60 il faut cigarettes. avoir du temps déjà, parce que je ne sais pas comment on trouve le temps pour fumer autant. Il faut avoir aussi l'argent hein, pour le faire. Et c'est quelqu'un qui, de par son passé, a beaucoup étudié la question, a beaucoup échoué. Comme souvent dans la vie, c'est ceux qui ont le plus échoué qui finissent par trouver la vérité ou la solution, Ouais. et qui arrivaient avec une approche essentiellement intellectuelle. Donc là, il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas de produit, il n'y a pas une approche médicale, il y a plutôt un cheminement intellectuel et psychologique qui est plutôt de comprendre le mécanisme du piège dans lequel le fumeur est tombé. Et à partir du moment où il comprend le piège, il peut sortir plus facilement. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du cadenas ou du verrou. On peut forcer, et puis ne jamais réussir à le briser. Si on y arrive, on risque de se faire un peu mal. Ouais. Et par contre, si on comprend le mécanisme de la serrure, on peut facilement crocheter et puis sortir. Et puis une fois qu'on est sorti de la cellule dans laquelle on était enfermé, on ne ressent pas le besoin de retourner dans la cellule. On continue Et juste. donc après ce programme, tu as arrêté et tu n'as plus jamais été tenté en fait. Plus jamais. Puis après, on retrouve les bénéfices. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit au début. Tout le monde parle de la santé, c'est ce qui est le plus évident. Évidemment qu'on retrouve de la santé, et évidemment que financièrement, on voit aussi la différence. Moi, au début, ce n'est pas ça qui m'a marqué, c'est d'abord la liberté. Combien de situations ridicules et angoissantes je me retrouvais quand j'étais fumeur, une réunion que je trouvais interminable, alors qu'en fait, elle durait juste 1h30, mais moi, j'avais besoin de fumer. Donc tu attendais ce moment J'attendais ce sortir. moment-là, Ouais. des moments, mais je me souviens de ma fille qui était toute petite, et puis j'arrêtais de jouer avec elle pour Juste aller faire une fumer. pause. Ça t'emmène quand même dans des moments que tu perds, que tu rates. Donc c'est la liberté au début. Et après, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que j'ai retrouvé mes rêves aussi. Je rêvais plus, ou alors je m'en souvenais plus. C'est vrai. Et j'ai retrouvé de la clairvoyance dans mes rêves, et j'ai recommencé à vivre des rêves super intenses. Et je suis très... Donc tu te souviens après? dont je me souviens après. Et moi, j'adore l'inconscient. Je trouve que c'est des sujets qui sont fascinants. Les rêves, l'hypnose. Et j'utilise l'inconscient pour préparer mon mental. On en parlera Tu as peut-être. du lucid dreaming et tout? Oui, j'ai des expériences qui sont vraiment beaucoup plus fortes que des drogues, et que des drogues comme la cigarette qui t'apportent rien. Mais c'est parce qu'ils sont sobres, mais qui sont quand même très intenses émotionnellement, souvent positives. Donc en fait, ça a un effet sur ton cerveau également, Évidemment. pas uniquement les poumons. Évidemment. Un jour, j'ai été dans un taxi mauricien. Donc un ami taxi qui a priori était aussi philosophe, qui me dit, en me voyant fumer quand je l'appelais, il me dit, vous savez, le bon Dieu, il vous a donné des yeux pour voir, il vous a donné un nez pour respirer et des oreilles pour entendre. S'il avait voulu que tu fumes, il t'aurait donné une cheminée. Wow. J'avais adoré. Nice one. J'avais adoré. Effectivement, je ne pense pas que le cerveau soit fait pour être enfumé à ce point-là, et c'est pas étonnant qu'il y ait je ne suis pas un spécialiste du tout, hein, mais c'est pas étonnant qu'il y ait des conséquences. Donc moi, ça a commencé par là, et ce changement-là m'a donné l'énergie, la confiance pour entreprendre d'autres changements, en l'occurrence le sport. Donc très loin des sports de combat au début, juste du fitness. La gym, oui, j'ai pris un abonnement dans une gym, chose que je n'avais pas fait depuis une décennie. Et je suis arrivé avec mes 90 kilos et je me suis dit, allons essayer d'améliorer au moins un peu la situation. Des choses classiques, des classes de fitness, du cardio. J'ai vu le poids commencer à baisser. À ce moment-là, souvent, ça emmène un changement de nutrition. Oui, quand même bizarre de sortir d'une heure et demie d'entraînement et d'aller manger dans un fast-food. Souvent, ça ne marche pas. Ouais. Donc on n'en a pas envie en fait. J'ai changé la nutrition, et c'est devenu un sujet que j'adore aujourd'hui et dans lequel je prends plaisir. Quand on ne mange pas bien, on a toujours l'impression que l'alimentation saine et équilibrée, c'est quelque chose d'un peu boring et tout. Pas du tout. Moi, j'adore aujourd'hui manger sainement. J'y consacre du temps pour bien le préparer, enfin plutôt de l'organisation en fait. Et puis, ce n'est pas toujours nécessaire, mais moi, quand je peux mettre aussi un petit peu de moyens, m'acheter des bons produits, me faire plaisir, c'est des choses qui rentrent dans mon corps. Ça devrait être une priorité pour tout le monde. En tout cas, ça l'est devenu pour moi. Et bien manger, ça a changé encore d'autres choses chez moi. Et chaque changement positif en a amené un autre,
la confiance est revenue. La carrière. Alors, ouais. est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. La Non, carrière a non, non, il n'y a explosé aucune à ce coïncidence. moment-là. Oui. J'ai enchaîné les promotions, les changements dans ma carrière. J'ai fait des nouvelles rencontres. J'ai attiré des gens avec des auras et des bienveillances qui étaient différentes de ce que j'avais avant. Je pense que ce qu'on dégage, on attire aussi ce qu'on dégage. J'ai changé de style vestimentaire, j'ai laissé pousser ma barbe qui est quelque part, alors là je pars dans la psychanalyse que je n'ai pas du tout, mais je me demande même si elle symbolisait pas quelque chose pour moi, etc. Ouais, je sais pas. Vraiment, parfois je me pose la question. Mais... Est-ce que tu t'es levé un matin pour te dire je vais pousser ma barbe ou c'est arrivé naturel? C'est vrai? Oui. C'est pareil pour mes cheveux. Avant, j'avais les cheveux plus longs. Bon, après, l'âge fait qu'il y a la calvitie qui arrive. Mais la première fois que j'ai coupé mes cheveux aussi courts, c'était la veille d'un combat. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Les gladiateurs faisaient pareil, les soldats font pareil, on va à la guerre. Les samouraïs faisaient pareil, ils avaient des grandes coiffes et puis ils rasaient tout d'un coup. En fait, c'est tout un sport, parce qu'on est en train de parler de physique, mais en fait, j'ai l'impression que c'est 90% le mental, en fait. Je ne sais pas le pourcentage, mais c'est pour moi le critère de réussite numéro 1. Et en fait, c'est presque le cas même dans les autres disciplines de la vie. Tout à fait. Mais le mental, dans le MMA, qui est un sport rempli d'émotions, comme notamment la peur, tout le monde a peur. Et les grands champions, les quelques noms que je te citais tout à l'heure, ils disent en interview que toute leur carrière, après 30 combats, après 40 combats, ils avaient toujours peur. Et heureusement, quelque part, qu'ils avaient peur. Parce que la peur, c'est pareil. C'est une émotion qu'on va souvent catégoriser comme négative. Mais celui qui n'a pas peur est en danger. La peur, si on n'a pas peur du vide, on risque de tomber de la montagne. La peur, c'est quelque chose qui nous protège. Moi, si j'avais pas peur de rentrer dans une cage, et j'ai peur, j'ai très peur. Surtout en affrontant un adversaire qui est redoutable. Oui, qui est redoutable. C'est une cage. Alors la cage, c'est pour te protéger, tu sais, c'est pour pas basculer un ring, on peut passer par-dessus. Et comme il y a la partie judo, lutte, on ne voudrait pas que quelqu'un tombe de l'espace de combat. Donc à la base, c'est pour la sécurité des combattants. Mais tu es quand même dans une cage. La portée symbolique d'une cage, c'est quelque chose. Et tu ne peux pas t'enfuir, que tu es enfermé dans une cage. Alors, tu as dit le bon mot, tu es enfermé et tu entends le bruit. Moi, je l'entends à chaque fois, le clic-clic. Tu entends, il ferme à clé. Parce que le petit endroit où il y a la porte, tu n'as pas envie d'être projeté contre cet endroit et puis de sortir. Pareil, c'est pour ta sécurité. Mais quand tu entends clic-clic et que l'arbitre dit fight, tu dis, oh merde. Évidemment que... Et on parle encore une fois du sport de combat peut-être. Alors, il y en a certains qui vont dire que la boxe anglaise, les coups sont beaucoup concentrés sur la tête et que potentiellement c'est plus dangereux que le MMA, etc. Bon, ça reste un sport de combat avec des petits gants, comme on disait tout à l'heure, avec un grand nombre de possibilités. Les genoux, les frappes au sol, c'est souvent ce qui choque les gens. Un sport de combat comme la boxe et tous les autres sports de percussion, si vous tombez, l'arbitre arrive, il stoppe et puis il compte. Il a vu ça à la télé. Et puis si tu arrives à te relever, ça continue. Si on n'arrive pas, ça se termine. Pas dans le MMA. Si tu tombes dans le MMA, l'autre est supposé venir pour te terminer. Ça fait peur. Jusqu'à ce que tu concèdes, en fait. Jusqu'à ce que tu tombes KO, que l'arbitre estime que tu ne reviendras pas dans le combat et qu'il vaut mieux arrêter là pour ta sécurité. Je tiens à dire qu'il y a des règles, que tout ça est très encadré, etc. Mais ça reste ultra violent, ça reste ultra dangereux. Personne n'a envie de prendre un KO devant tous les gens qu'il aime. Il y a ça aussi. Moi, quand je combats, j'ai la chance de venir avec mon club de supporters composé essentiellement de mes amis et même lors de mon dernier combat de ma fille de 8 ans avec sa pancarte. C'est vrai. J'ai pas envie de prendre un KO devant ma fille, ça fait peur. Et cette peur, c'est celle-là même qui va me permettre de bien me préparer à l'entraînement, de bien manger, de bien me reposer, de bien me préparer mentalement. Tout ce que je fais, parce que je fais une préparation mentale, je fais un régime, je fais mon repos, je fais mon entraînement technique, je fais mon entraînement physique. Tu n'as pas envie de te retrouver à court de cardio dans le dernier round parce que ça va mal se passer. Ça dure combien de temps à peu près? En amateur, c'est 3 rounds de 3 minutes, avec 1 minute de pause qui passe à la fois très rapidement et parfois très lentement. Le temps est un peu suspendu parfois. On me raconte des trucs qu'honnêtement, pardon à mon coach s'il m'écoute. Il n'y a rien qui n'entre. Parfois, le cerveau n'est pas oxygéné, je ne comprends pas bien ce qu'on me dit, mais il y a une sorte de moment comme ça, un peu suspendu dans le temps, où j'entends les gens qui crient mon nom, où je vois mon adversaire en face de moi. Mais en fait, c'est presque en
en slow motion un petit peu. Oui, mon cardio, il n'a pas le temps de récupérer parce qu'au final, C'est ce que je vois dans les films. ça dure vraiment qu'une minute. Tu sais, ce moment-là, je le compare beaucoup à la Formule 1 quand ils font l'arrêt, là, tu sais, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais pour changer les pneus, etc. Ça fait partie de la performance sportive que de changer les pneus et faire les ajustements sur cette voiture le plus rapidement possible et de manière le plus efficace. Ça permet de gagner des courses. Et ben, l'entre-round, c'est la même chose pour moi. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer justement pendant La respiration. La respiration et une partie de préparation mentale qui se fait en amont et dont tu peux profiter pendant le combat. Et pour moi, c'est la clé en réalité. On pourrait penser que c'est celui qui a la meilleure technique qui va gagner. Moi, je pense que le critère numéro 1, c'est le mental. Le critère numéro 2, c'est le physique. Et dans l'aspect physique, je mets au-dessus de toutes les autres qualités physiques le cardio. Les Américains, ils parlent de gaz. Il faut vraiment voir sa voiture avec son essence. S'il n'y a plus d'essence, tu ne peux plus avancer. La course est terminée. Même si tu es fort, même si tu as toutes les techniques, Fini. etc. Après, moi, comme j'ai une approche assez intellectuelle, je dirais que le critère numéro 3, c'est la partie tactique, ce qu'on appelle parfois le fight IQ, c'est faire les bons choix. Et seulement en quatrième, la technique. Pour moi, en réalité, et c'est pour ça qu'on peut percer en ayant peu de temps de pratique, comme c'est mon cas. Je suis à la fois le plus âgé du circuit en termes d'âge, mais un des plus récents en termes d'expérience. Tu peux percer sans savoir faire un coup de pied retourné ou un uchimata en judo, des choses assez techniques. Si tu as le mental et le cœur dans le sens cardio, tu peux gagner juste avec ça, de la volonté. Donc en fait, c'est par rapport à ton critère numéro 3, c'est pouvoir anticiper les moves de ton adversaire parce que tu m'as dit justement dans le MMA, c'est chacun peut utiliser son style. Oui. Et tu m'avais dit avant qu'on commence à filmer que justement que tu préfères un généraliste plutôt qu'être spécialisé dans un style en particulier. C'est ça. C'est la beauté des sports mixtes. Il y a la même chose dans les sports, par exemple le pentathlon moderne ou des sports qui regroupent plusieurs disciplines. Ces athlètes-là, ils ont des spécialités. Certains vont être meilleurs dans la partie tir. Je crois qu'il y a du ski. Je ne suis pas un spécialiste, mais personne ne peut être excellent partout. Surtout quand on parle de sports qui font appel à des qualités qui sont très différentes. Même les physiques sont différents. Un lutteur a rarement le même physique qu'un combattant de Muay Thai, etc. Il y a deux approches. Il y a l'approche un peu égocentrique qui est je viens avec ma spécialité, ma qualité et je viens imposer mon style, soit parce que je suis très fort dedans et que je pense que cette spécialité peut me faire gagner face à quelqu'un de plus généraliste, soit parfois un peu par conviction parce que je veux prouver que mon art martial est supérieur à ceux des autres. Ouais. Et puis il y a l'approche plutôt généraliste qui est l'approche que moi j'ai choisie, c'est d'être à minima moyen partout et du coup de pouvoir s'adapter au style de son adversaire. Je vais encore citer, c'est mon combattant préféré, Georges Saint-Pierre, qui est un Québécois et qui est la légende absolue de ce sport, ou considéré comme un des meilleurs de tous les temps. Et lui, il disait, il ne faut pas aller dans le domaine du combat où tu es le plus fort, il faut aller dans le domaine du combat où l'écart entre toi et ton adversaire est le plus grand. Si toi et moi, on est des boxeurs, ce sont nos points forts à tous les deux, mais que j'estime que ma lutte est meilleure que la tienne, alors je vais lutter avec toi. Pourtant, ce n'est pas ma spécialité, mais l'écart entre toi et moi… Entre mon niveau de lutte et ton niveau de lutte est tellement… est le plus grand qu'entre notre boxe ou notre judo, notre jiu-jitsu. Donc, je vais aller dans cet écart-là, parce que c'est là où je vais maximiser mes opportunités et réduire les risques. C'est un sport qui est très dangereux, avec beaucoup de risques. Je pourrais aller essayer de boxer avec toi, mais si tu es bon, la boxe, tu sais, un coup de poing et je peux tomber et être par terre. Alors que si je vois qu'il y a un gouffre, un écart qui est plus grand dans une des autres disciplines, alors je dois aller dans cette discipline. Donc moi, je viens avec des game plans. Je me renseigne sur mon adversaire, quelle est sa force, quelle est sa faiblesse, et je viens avec une approche tactique que tu vas peut-être adapter sur le moment parce que tout ne se passe pas. Tout le monde a un plan et puis tu prends le premier coup de poing et ton plan peut changer. Mais il faut venir avec un plan, il faut venir avec pas un plan trop précis parce que s'il ne se passe pas comme prévu, on risque de paniquer. Il faut venir avec des grandes orientations. On va favoriser tel aspect du jeu, on va minimiser, voire bannir tel aspect du jeu. Donc si par exemple, la personne est un boxeur, tu vas essayer d'éviter que cette personne puisse utiliser cette technique. Sa boxe. En la jetant à terre, par exemple. Par exemple. En l'occurrence, mon dernier adversaire, sa spécialité, c'est la boxe anglaise.
mais on avait vu sa morphologie. Tu sais qu'en boxe, il y a une notion d'allonge et que la taille de ton bras, et quand c'est du pied-point, à la taille de tes jambes, a un gros impact sur l'issue du combat. On parlait d'escrime tout à l'heure. À l'escrime, toutes les épées ont la même taille. Mais c'est en boxe, tu peux considérer que c'est comme si on faisait un combat, toi et moi, avec une épée, mais mon épée est plus grande que la tienne. Je risque de gagner. Donc comme on avait vu cet avantage d'allonge que j'avais en ma faveur et que ma boxe est plutôt bonne aussi, on s'était dit, tant que ça va sur la boxe, on garde la distance. Par contre, ce n'est pas une boxe où je rentre, c'est une boxe de distance, où je vais le laisser rentrer et plutôt maintenir une distance et contrer et marquer mes points comme ça. Et après, en fonction de comment le combat se déroule, on sait qu'on avait d'autres options. D'accord, évoluer dans 2 disciplines éventuellement. C'est ça. Et puis après, il y a des notions qui ne sont pas techniques, qui peuvent être physiques. Par exemple, j'avais plus confiance en mon cardio que dans le sien. Donc je m'étais dit, on va être prudent sur la première reprise, parce que si je passe cette première reprise, quitte à la perdre. D'ailleurs, il y a certains juges qui m'ont vu la gagner et d'autres juges qui m'ont vu la perdre. Ah bon, donc la première reprise, plutôt serrée. Et puis la deuxième et la troisième, pas de contestation. Donc c'est une victoire par décision unanime, comme on dit. Il y a combien de juges normalement? Il y a 3 juges qui sont placés à 3 endroits de la cage différents, parce que les angles peuvent varier. On ne voit pas la même chose. Deux perspectives en fait. C'est ça. Wow. C'est ça. Et comme ça, ils ne parlent pas entre eux. Chacun remplit une petite fiche. Puis après, ils réunissent, ils comptent les points. Et donc moi, je savais que si je passais le premier round, son cardio allait finir par baisser dans le deuxième et dans le troisième, d'autant que moi j'ai tendance à frapper le corps, le ventre, beaucoup plus que la tête, parce que ça marque des points pareils. La tête, ça fait un peu perdre conscience, mais frapper dans le ventre, ça diminue le cardio. Successivement, les coups au ventre, on tape le foie, ça peut même faire tomber quelqu'un. Et je savais très bien que sur le deuxième, au troisième, le pauvre, il était cul. Moi aussi, hein. Mais je savais que dans l'effort, j'allais avoir une supériorité, donc il peut y avoir ça. Mais en tout cas, il faut un plan, il ne faut pas arriver à l'improviste. Il y en a qui le font, hein. Moi, j'envisage pas. Sans faire de la recherche sur l'adversaire. Peut-être ils pensent qu'ils sont forts physiquement et qu'il n'y a aucun souci, aucun combat. C'est ça. Dans la petite bio que tu m'as envoyée, tu as aussi mentionné, et j'adore cette expression parce que j'utilise souvent ce mot failure. En fait, tu as dit que tu avais fait un combat où c'était ta plus belle défaite. Tu peux nous raconter? Ma plus belle défaite, alors en MMA, c'est ma seule défaite. J'ai fait du sport une bonne partie de ma vie, j'ai eu pas mal de défaites. J'ai eu des échecs aussi en dehors du sport. Dans le MMA, dans le sport, je considère que c'est ma plus belle défaite sportive pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l'opportunité. Les gens ont tendance à voir le résultat final et à se limiter au résultat final. Oui, ce jour-là, j'ai perdu, c'est une défaite sportive. Les juges ont donné leur jugement et c'est un bon jugement. J'ai perdu, moi-même, j'accepte cette défaite. Donc le résultat final, c'est celui-là. Maintenant, moi, ce que je célèbre, c'est l'opportunité. Ce jour-là, j'ai combattu à Côte d'Or devant plus de 1500 personnes en première partie d'un événement professionnel d'une organisation qui s'appelle le Brave. Donc la plus grande organisation mondiale, c'est l'UFC, qui est assez connue, c'est un peu comme la NBA en basket. Il y a d'autres ligues internationales, dont le Brave, qui est surtout connu dans la région Moyen-Orient. C'est la propriété du prince du Bahreïn, donc c'est quelque chose de sérieux et de conséquent. Comment ils sont venus à Maurice? Ils sont venus à Maurice par les liens avec la fédération mauricienne. Et en fait, c'est des gens qui voyagent. Donc un jour, ils vont faire un événement en Afrique du Sud, un jour, ils vont faire un événement, voilà, souvent dans la zone Afrique. Et donc ce jour-là, à Maurice, j'ai fait la pesée officielle, le face-à-face devant tous les journalistes et juste après les professionnels. Je suis rentré et j'ai partagé le vestiaire avec 3 combattants professionnels internationaux, un Sud-Africain, un Ouzbek et un Congolais avec qui je suis devenu ami, avec qui je suis encore en contact sur Instagram, on s'encourage mutuellement, etc. Je me suis échauffé avec eux, ils m'ont partagé des techniques, ils m'ont motivé. Quand je suis sorti de ce vestiaire, il y a quelqu'un qui est arrivé avec un micro, donc tout le staff était le staff du Brave, donc des gens dont c'est le métier, qui viennent de partout dans le monde. Toi, tu es là, d'un coup, il y a quelqu'un qui a avec un micro, qui te parle en anglais et qui te dit « Are you ready? It's your turn » et là, tu dois y aller. Et tu rentres dans un couloir, il y a des caméras qui te suivent, il y a mon coach de l'époque qui me crie des choses dans mon dos. Et tu t'entends rien, en fait. Du style, c'est ton moment. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Moi, à ce moment-là, je repense à moi dans le canapé qui regarde un combat de MMA pour la première fois. Tu rentres sur scène, il y a 1500 personnes qui sont en train de te regarder
il faut marcher sur une sorte de, un peu comme un catwalk là, dans les défilés de mode, sauf que... Et tu rentres toujours dans une cage, en fait. Et tu rentres toujours dans une cage. Et là, ce jour-là, il y avait plein de gens dans la salle. Il y a un speaker qui crie ton nom. Quand même, moi, ça me paraît hallucinant parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, j'étais dans mon canapé, moi. J'étais dans mon canapé. Et là, tu rentres dans une cage et en face de moi, il y a quelqu'un qui, depuis, est devenu mon ami, partenaire d'entraînement. Il s'appelle Jeff Rosière, qui est une de mes plus belles rencontres dans le MMA, qui est un humain, mais absolument charmant, un père de famille. Il travaille dans l'armée mauricienne, il défend notre pays, il est papa, il prêche aussi, il est croyant, il prêche la parole, etc. Un humain vraiment complet et très inspirant, mais aussi un combattant. Un redoutable adversaire. Particulièrement redoutable et particulièrement effrayant. Et pourquoi pas de par son physique? Un physique hors norme. On est pourtant dans la même catégorie de poids. Oui, c'est ce que j'allais demander en fait. Dans la MMA, il y a toujours des catégories de poids. Moi, c'est quelque chose que je considère comme un atout parce que je viens toujours à la limite maximum. Donc, je combats chez ce qu'on appelle les welterweight. C'est maximum 77 kg, minimum 70. Donc, il y a un écart potentiel de 7 kg. D'accord, ok. Là, actuellement, comme tu me vois, je suis à 80. Je suis en train de me reconstruire, de me remuscler. Je vais arriver à peu près vers 82. Okay, ça, c'est quand je suis bien protéiné. Donc là, est-ce que tu vas passer à une autre catégorie du coup? Non. Pas du tout. C'est ça justement l'approche tactique. C'est que je me muscle, j'arrive à un certain maximum un peu de ce que je peux faire. J'arrive vers 82, maximum 83. Et à l'annonce du combat, je sais que j'ai X semaines pour arriver à 77. La veille du combat, je dois monter sur une balance et je dois faire 77,1 kg maximum, sinon je suis potentiellement éliminé. Disqualifié. Donc comment je vais faire? Je vais faire ce que les gens qui font de la muscu appellent une sèche. Donc je vais sécher, je peux pas très gras hein, même quand je suis musclé, mais de par l'alimentation. Donc c'est séché par rapport à la graisse en fait. C'est ça. Je coupe la graisse, donc c'est beaucoup une histoire de nutrition. Forcément le rythme d'entraînement augmente, donc le cardio augmente et donc je brûle aussi plus de calories, et donc je sèche aussi. Et sur les derniers jours, donc je garde toujours 2 kilos avec moi pour avoir aussi l'énergie de tenir ce rythme d'entraînement. Et dans les derniers jours, selon comment ça se passe, je vais diminuer, voire couper complètement les carbs. Continuer bien sûr les protéines et les légumes. Et s'il faut, dans les dernières heures, ne pas faire trop, mais effectivement perdre de l'eau. Donc perdre de l'eau, ça peut être un sauna, pendant, pas 5 minutes, pendant un petit moment. Oui, on peut perdre 500 grammes très facilement. Très facilement, non, c'est dur. Moi, j'ai eu faim. C'est bien, j'avais jamais eu faim de ma vie. Marrant, hein? Dans ce monde, il y a plein de gens qui meurent de faim. Moi, j'ai grandi dans les beaux quartiers, j'ai jamais eu faim. Mais j'étais content de le faire, tu vois. Et même, ça te prépare mentalement, parce que quand tu vois tes amis qui sont en train de profiter de la vie, de manger, etc., et que toi, tu es toujours celui qui dit « Bah non, moi, je peux pas. » Oui, parce que j'ai encore 2 kilos à perdre. Et bien, à chaque fois, je me dis « Quelqu'un doit payer pour ça. » Et ce quelqu'un, c'est toujours mon adversaire, ça te forge mentalement. Donc moi, c'est une de mes forces, parce que j'arrive sur la balance, mon dernier combat. J'ai déjà fait un tout pile, ce qui paraît incroyable. Je suis déjà arrivé à 77,1, donc tout pile. Mon dernier combat, j'étais à 200 grammes. 200 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. J'avais tiré les chaussures, je n'étais pas beaucoup habillé. 200 grammes. Donc j'arrive à la limite maximum. Le lendemain, dans la cage, je ne suis pas à 77. Je ne fais pas un rebond. Les professionnels font des rebonds parfois. Oui, tu as mangé après. J'ai mangé, je me suis réhydraté, j'ai mangé. Souvent, je fais 2 kilos. D'accord. Mais si l'autre n'a pas fait ça et arrive à 75 et que moi je suis à 79, c'est 4 kilos dans l'impact des coups et encore plus dans la partie lutte, tu le sens. Tu le sens, ça fait une différence. Bah, Jeff, il maîtrise… Est-ce que lui, il avait une spécialisation, Jeff? Ben non, justement, c'est un des rares. C'est un des rares. Un généraliste. Voilà, et il est très dangereux et honnêtement supérieur à moi. Il le fait depuis plus longtemps. Depuis plus longtemps, il a 10 ans de moins que moi. Il a un mental d'acier, c'est un militaire. Il a un mental d'acier. C'est un ultra-trailer. Il est capable de courir 60 km. Forcément, ce n'est pas un 3x3 minutes qui va lui faire peur. Il est techniquement bon dans tous les domaines. Donc là, il n'y avait pas de chemin clair vers la victoire. J'ai plutôt essayé… Donc il n'y avait pas cet écart justement que tu recherches et ce n'est pas vraiment là avec lui. J'ai vite senti que debout, ça allait être très compliqué. Il m'a ouvert l'arcade ici. J'ai 3 points de suture. Donc c'est sur ma longue liste de blessures. Ce n'est pas grand-chose. Mais en fait, dès le premier round,
il m'a tenu en étranglement dans ce qu'on appelle une guillotine, avec le nom est Par terre. particulièrement effrayant, une guillotine, en plus pour un d'accord. Français. J'arrive pas à... Ouais, exactement. Je suis resté dans sa guillotine, donc au sol, pendant 1 minute. Heureusement que je Sans travaille. pouvoir Il y bouger. a des fois où je pouvais même pas respirer, j'étais en apnée. Donc il se trouve que je travaille mon apnée pour ce genre de situation. Donc j'ai pas tapé, j'ai pas abandonné. À un moment, bah, sa force n'est pas non plus illimitée. Et puis ça glisse aussi un petit peu. Hein. J'ai utilisé un petit peu la sueur pour glisser ma nuque et sortir. Mais déjà, mon cardio, il était parti. T'imagines quelqu'un qui t'étrangle pendant 1 minute. Et là, pour retrouver ton souffle derrière, c'est très compliqué. Bon, j'ai survécu le premier round. Je suis parti m'asseoir pendant 1 minute sur ma pause. Je suis revenu, continuer à essayer de faire un petit peu des choses debout. En sortie de clinch, tu sais ce que c'est le clinch, les filles du moyen, donc je le contrôlais à la cage. J'aime bien faire ça, moi, j'utilise le mur. Donc, je contrôlais à la cage et quand il est sorti, le bras arrière, et donc il m'a ouvert Que ici. tu n'as pas vu venir, en fait. J'ai pas vu venir et je savais même pas que j'étais ouvert, moi. En fait, pendant tout le combat, dans ma tête, Tu étais protégé. dans ma tête, il se passe plein de choses. C'est bizarre, hein, parce que pourtant, tout va très vite. Mais dans ma tête, pendant des combats, je suis passé pour un fou, mais on est plusieurs. Je me parle à moi-même. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Avec des réponses. Avec des réponses. Pourquoi pas je dis pourquoi on, pas. mais il n'y a que moi. Il n'y a que moi dans la cage, mais je dis on. Il y a une situation où on est au sol, c'est moi qui suis au-dessus, en train d'essayer de contrôler, en train d'essayer de limiter un petit peu la casse et de voir éventuellement s'il n'y a pas une ouverture. Et mon regard se porte sur le tatami, sur le sol, et je vois qu'il y a du sang sur le sol. Et c'est le tien. Mais ma première réflexion, c'est mais pourquoi il saigne? On ne l'a pas frappé si fort que ça, on ne l'a même pas vraiment égratigné. Pourquoi il saigne? Oh, si ça se trouve, c'est nous. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Hein. En plein combat, il y a 1500 personnes qui nous regardent, et moi, je suis en train d'avoir cette discussion avec moi-même. Je me dis, mais à quel moment il m'a fait ça? Et pendant ce temps-là, lui, il essaie de sortir, il se débat, je réagis, mais moi, ça tourne. Oui, c'était moi, et j'avais pas. Tu n'avais même pas remarqué, en fait. L'adrénaline. Oui, l'adrénaline. Les hormones, de manière générale, c'est quelque chose de puissant. L'adrénaline est très puissant. Sur le moment, tu ne ressens qu'une fraction de la douleur. Qu'une seule fraction. J'ai senti ce coup. J'ai vu un petit peu des étoiles. J'avais mais ça a duré aucune idée que seconde, j'étais. ouais. Oui, c'est le lendemain que j'étais brisé. Le lendemain, j'avais mal partout. Mais sur le moment, moi, j'étais en train d'essayer de survivre. J'étais dans l'adrénaline. Bref, j'ai perdu. Là où j'étais content, c'est que j'ai survécu. J'ai été jusqu'au bout du combat. Donc tu as fait les 3. J'ai perdu la décision. J'ai vécu les 3 rounds. Et surtout, j'ai vécu, enfin pour moi… Non, devant 1500 personnes. La boucle était bouclée. Est-ce que ta fille était aussi pas ce jour-là. Et limite, c'est bien parce que ça m'a permis d'être plus serein, etc. Mais pour moi, pourquoi c'était une victoire? Parce que déjà, rentrer dans cette cage, c'est pas tout le monde qui aurait accepté. Tout le monde connaît Jeff. Moi, quand on m'a appelé, c'était à 1 semaine de l'événement. Il ne devait pas y avoir de combat amateur. Il se trouve qu'il y a eu des blessures chez les professionnels et que mon téléphone sonne. Moi, j'avais mon ticket pour être dans les gradins. En spectateur. Donc, tu avais 1 semaine pour préparer, en fait. Bah, heureusement, je m'entraîne toute l'année, mais j'ai pas eu le temps mais de même faire. Par rapport au poids. Oui, j'ai pas eu le temps de faire un vrai training camp. Je me suis surtout concentré sur le poids et sur le mental. J'ai pas eu le temps de faire monter mon cardio. J'ai pas eu le temps de travailler des choses techniques, etc. Lui non plus. Hein. Mais voilà, j'avais pas eu ce temps-là. Et quand on me dit, alors que j'ai mon ticket pour être spectateur, qu'on me dit, est-ce que tu veux être acteur? Bah, je dis oui. Et une fois que j'ai dit oui, on me dit, c'est Jeff Rosière. Allez, bah, ok. Tu peux pas reculer maintenant. Et bah oui. Il faut y aller. Puis, en réalité, si tu n'as jamais perdu dans ce sport, c'est peut-être que tu n'as pas affronté les champions. Entre-temps, Jeff, il a continué son chemin, il a continué ses victoires. Il y a 2 semaines, il est parti à La Réunion combattre un Réunionnais qui est un ancien professionnel de Muay Thai et de K1, donc quelqu'un d'extrêmement dangereux, qui est payé pour aller combattre là-bas en Thaïlande, qui voyage pour ça, etc. Et il a gagné la ceinture. Donc maintenant, Jeff est un champion de l'océan Indien. Il n'a que 27 ans, il va continuer sa route. Je ne serais pas surpris qu'il finisse par faire un combat professionnel, tellement il est encore jeune. Donc il est jeune, il a ça. Ouais. Et alors, ce qui est génial, c'est que depuis, on est devenus proches. Ça a été progressif, hein. C'est pas du jour au lendemain, etc. Il n'y a pas de syndrome de Stockholm. C'est pas parce qu'il m'a violenté que je suis devenu son ami. On s'était déjà rencontrés avant dans des compétitions de jiu-jitsu. On a continué à se rencontrer après. On s'est réaffrontés en jiu-jitsu. On avait fait un match nul la première fois. Il m'a rebattu la deuxième fois. On a continué nos confrontations. Maintenant, on s'entraîne ensemble. On n'est pas de la même équipe, mais on est des sparring partners. Donc, de temps en temps, on se voit, on fait le même poids, on échange. Normalement, je m'entraîne avec lui samedi, là. Et on est devenus proches. Il connaît ma fille, je connais son fils, on échange. C'est super intéressant parce que ce n'est pas quelqu'un que j'aurais rencontré
en dehors. Et c'est ça la beauté. Parce que normalement, enfin, ils ne s'entraînaient pas avec le même coach Non, que toi. non, non. Ouais. Et c'est la beauté des arts martiaux, c'est que sur un tatami, dans une cage, dans un ring, on est tous égaux. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de statut social. Et moi, en plus, je ne corresponds pas vraiment à ce qu'on pourrait se faire comme idée du combattant. Déjà, j'ai 37 ans, donc je suis le plus vieux du circuit. Je n'ai pas le genre de job qu'on voit, je suis un manager. C'est vrai que quand on me voit débarquer dans certaines Tu as un gyms, job assez corporate, donc tu as un oui, background assez corporate. Oui. quand j'arrive pour m'entraîner, je fais un peu là, j'aime bien faire la tournée des gyms, donc je demande. Bah, après, maintenant, les gens savent qui je suis. Au début, non, mais maintenant, je suis accueilli. Donc, quand je vais m'entraîner, par exemple, il y a une équipe qui s'appelle TNT à Cassis, une autre à Triolet. Quand ils me voient arriver, descendre de ma Mercedes et arriver comme ça, bah non, en fait, on est pareil sur le tatami. Il y a ce respect. Je pense qu'il y a de belles leçons de vie que tu peux apprendre justement. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai lancé ce podcast aussi. C'est qu'on me demande souvent pourquoi il y a aussi rarement des avocats sur ce podcast. Et moi, je dis toujours que je vois des avocats tous les jours. Ouais. C'est pas que j'ai aucun intérêt, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de découvrir toute cette panoplie de gens avec des belles histoires comme la tienne. Et on peut apprendre de tout le monde, en fait. Bien sûr. Quel que soit le... Moi, à la fin, c'est les rencontres, hein. J'ai rencontré tellement de gens, des vrais champions, certains qui sont très connus. Je suis parti à La Réunion, alors j'ai la chance d'avoir les moyens d'alimenter ma passion. J'ai pris l'avion, je suis parti à La Réunion pour faire un stage avec Benoît Saint-Denis, top 15 UFC, top 15 mondial. Wow. Personnalité incroyable, ancien des forces spéciales françaises, etc. Enfin, vraiment une rencontre. Moi, je le regarde à la télé, donc c'est particulier. Benoît Saint-Denis qui t'explique comment bien faire sa prise de judo, comment bien envoyer un bras arrière, c'est particulier. Donc, des vrais champions. J'ai eu comme coach, j'ai eu pas mal de coachs dans ma petite aventure. J'ai eu des champions du monde, j'ai eu des anciens professionnels, donc j'ai connu des vrais champions. Et puis, j'ai connu des champions plus du quotidien, des champions ordinaires, des gens comme Jeff ou d'autres gens super inspirants. J'ai vu des gens qui avaient des histoires parfois similaires à la mienne, ou parfois quand moi je raconte la mienne, ça fait écho à quelqu'un parce qu'il va se retrouver en partie dans l'histoire, etc. Donc oui, c'est des rencontres qui sont extraordinaires. Bon, c'est un sport atypique, donc généralement quand tu dis que ça fait ça, ça suscite un peu de curiosité, donc ça peut alimenter les petits small talk. Moi, avant de commencer un meeting ou avec mes collègues qui suivent un peu mon évolution, etc. C'est beaucoup de belles histoires, oui, c'est des rencontres. Et aussi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que même si certaines personnes trouvent ça particulièrement difficile à suivre comme argumentation, c'est que ça m'aide à devenir une meilleure avocate en fait. Ouais. Parce que ça t'offre d'autres perspectives et moi j'adore ce côté, comme tu disais, stratégique, la flexibilité intellectuelle, pouvoir, comme on dit en anglais, think on your feet. Ce sont toutes des qualités qu'on a besoin en tant que professionnel. Bien sûr. Et tu peux transposer ça partout dans ta vie. C'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère faire, c'est faire des parallèles, soit entre le MMA et ma vie professionnelle, ou dans les différents aspects de ma vie, en tant que papa, en tant que marketing manager, en tant que joueur d'échecs. Je fais aussi Oui, j'ai vu des ça dans ta parallèles. bio. Je fais des parallèles entre les deux. Il y a des parallèles à faire entre les deux. J'adore faire ces parallèles-là. Comme ça, on n'apprend pas que sur le plan sportif, on apprend sur la vie en général. Et toutes ces valeurs que tu peux évoquer, la défaite, le rebond, la peur, la passion, c'est des choses que tu peux transposer et appliquer dans d'autres secteurs de ta vie. À partir du moment où je suis rentré dans une cage pour affronter Jeff Rosier devant 1500 personnes, tu crois que le lundi matin, quand j'ai une présentation marketing à faire devant la management team, tu penses que j'ai peur ? Ah non, j'ai beaucoup moins peur. Et c'est marrant, depuis que j'ai fait ça, après, j'avais des envies de challenge à sensations fortes. Je me suis dit, j'ai envie de sauter en parachute. Jamais je m'étais dit, je vais sauter en parachute. Maintenant, ça me ferait moins peur de sauter en parachute parce que j'ai déjà accompli d'autres choses. Oui. Et toutes ces notions-là de la peur, la passion, c'est une valeur c'est une notion qui est magnifique. Moi, j'entends, c'est très à la mode maintenant sur LinkedIn, quand je lis un peu les gens qui écrivent ou qui font des podcasts, on entend beaucoup le retour à des valeurs beaucoup liées au travail, la discipline, la rigueur. C'est des valeurs que je respecte, hein, attention. Mais ça n'a pas l'air très fun, hein, franchement. La rigueur, la discipline, oui, tous les jours, la consistance, etc. Franchement, c'est pas très fun, quoi. Et en plus, c'est fragile, honnêtement. C'est fragile, tu peux pas être rigoureux. Et aussi, j'ai l'impression que, en fait,
Au début, j'hésitais à utiliser ce mot parce que ça paraissait un petit peu woke de dire ça. Maintenant, je m'en fous. En fait, il faut avoir que tu aies de la joie dans ton cœur. C'est ça. Et en fait, la passion, c'est un peu C'est par un rapport à moteur ça. super puissant. Mm. Si tu fais des choses qui sont très dures, physiquement, mentalement, mais que tu y prends du plaisir, alors en réalité, c'est pas si dur. Moi, je me suis rendu compte que c'était dur par le regard des autres. Ils me disaient, mais François, Et comment tu fais? tu te rends compte de ce que tu t'infliges, ce que tu infliges à ton corps. Ben, c'est pas que c'est un sport de contradiction, hein. Tu sais, le nombre de blessures que j'ai en si peu de temps, et pas que des marrantes, ça c'est superficiel. J'ai une dizaine de points de suture en tout. J'ai fracturé ma 13e côte, là, celle qui vient le plus vers l'intérieur. Ça, pour le coup, c'est quand même une grosse blessure. On Et parle quand tu de... fractures une côte, tu peux rien faire en Ouais, fait. rien faire, même pas rire. T'imagines cette blessure, la tristesse de cette blessure, t'as même pas le droit de rire de ton malheur. C'est triste, hein. Même respirer, ça fait mal au début. Donc ça doit se C'est 8 préparer semaines par de elle-même. convalescence. D'accord, ok. Je suis très fidèle avec mon chiropracteur, hein. Je suis un bon D'accord. patient, on se voit régulièrement. Les Ok. entorses, les poignets, les doigts de pied, c'est un classique, hein, ils sont tous tordus. Oui, c'est un sport qui fait mal, hein, voilà. Et de manière assez contradictoire, j'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Bizarre quand même. C'est plein de blessures, mais je suis en pleine santé. C'est très violent, mais je suis en paix avec moi-même et avec les autres. C'est Et quand tu même. disais aussi, j'aimerais terminer par cela, tu disais tout à l'heure qu'on avait coupé pour un petit moment que tu n'es pas une personne violente. Alors pour tous ces jeunes qui nous regardent, pour dire ah oui, ouais, c'est une belle histoire, mais moi ça me dit rien parce que je ne suis pas violente de nature. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Bah moi, franchement, en plus de l'état physique dans lequel j'étais au début, mentalement, il n'y a rien qui me prédisposait à ce sport. Déjà, j'étais de nature quand même assez peureuse, pas prendre trop de risques, j'avais un petit peu peur, et surtout une assez faible résistance à la douleur. Donc, quand tu as dit ces deux, et en plus, pas violent, pas Très calme, tu me disais très calme, je que tu étais déteste très le calme. conflit. Pourtant, je suis pas mauricien, mais c'est un trait de culture. C'est J'aime très pas. mauricien. C'est très mauricien. Pour le coup, je suis très mauricien là-dessus. Je déteste le conflit, ne serait-ce que verbal. Alors, imagine le conflit physique. En réalité, je pense que la violence, on la voit toujours comme quelque chose d'extrêmement négatif, Négatif. mais elle fait partie de la nature humaine. On ne serait plus là en tant qu'espèce humaine et on ne serait plus là en tant que civilisation, notre civilisation qui a survécu jusque-là, et pas celles qui ont disparu. Celles qui ont disparu, elles ont disparu à cause de la violence, parce qu'elles ont perdu leur guerre, elles ont perdu leur bataille. C'est ce qui nous a fait la technologie, c'est ce qui nous a fait parfois l'art, ça fait partie de notre nature. Maintenant, pourquoi on n'est pas des animaux? Parce qu'on peut transformer notre nature, quelque chose de naturel, en de l'art. Manger, cuire, on en a besoin, ça fait partie de notre nature. Et la gastronomie, c'est de l'art. Ouais. La violence, ça fait partie de notre nature. Dans le monde moderne, on la voit quand même moins que dans l'époque des cavernes, mais elle fait quand même partie de nous. Elle peut être simplement verbale, elle peut être non exprimée aussi et silencieuse. C'est souvent là qu'elle est la plus dangereuse. Le syndrome de la caissière qui se fait insulter toute la journée et qui dit rien aux États-Unis, puis un jour elle arrive avec un fusil à pompe et elle tire sur tout le monde. Ça, la violence silencieuse peut vraiment amener à des drames. Donc cette violence-là, il faut réussir éventuellement à l'exprimer dans un art. Ça peut être un art martial, ça peut être une autre forme d'expression artistique. Et en l'exprimant, on va la comprendre et on va la canaliser et on peut en faire quelque chose d'extrêmement beau. Les plus grands poètes, il y avait dans leurs textes quelque chose de très violent souvent. Et parfois des personnalités aussi. Certains ont coupé leurs oreilles. D'autres étaient dans d'autres choses quand même assez nocives. Donc non, il ne faut pas être violent pour pratiquer ce sport-là. On va trouver dans l'adversité, dans l'effort, on va se redécouvrir. Moi, jamais, quand je me suis découvert, jamais je pensais que j'avais ça en moi. Et de rentrer et de me dire, tu sais, à la fin, il y a un gagnant, il y a un perdant. Si tu te préfères, toi, à l'autre, ce qui est une bonne chose généralement en termes d'épanouissement, de confiance en soi, alors tu vas être obligé d'être violent. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et si tu veux te protéger, il faut mettre l'autre hors d'état de nuire, dans le cadre bien sûr sportif, et tout le respect que ça va avec. Tu verras très rarement un combat de MMA qui ne se termine pas par une accolade et par un respect énorme. Mon dernier adversaire, il avait même fait un petit peu de ce qu'on appelle le trash talk, qui fait partie du folklore. Je l'avais pas pris, de toute façon, ce n'était pas des attaques personnelles. Mais bon, on avait été interviewé dans des podcasts.
spécialiste, D'accord. etc. Et sur les réseaux aussi, il Ok. avait dit qu'il allait me faire dormir. Il chantait la chanson bien connue de Dodo Baba, Dodo Alexis. Mon petit Colin, il m'a fait comme ça, mon petit D'accord. Colin, dans mon famille, tu vas dormir, je vais te ceci, je vais te cela, etc. En réalité, c'est quoi? C'est pour faire monter l'excitation autour du combat. Exactement. Et Oui, tu oui, sais qu'on oui. n'était pas le main event, mais on était peut-être un des combats les plus attendus parce qu'il y avait un début d'histoire. Un début, moi j'avais Ces répondu dans deux mon... adversaires qui s'attendent, C'est qui ça, attendent pour les gens, ça les, s'affronter. ça les Oui. galvanise, mais en réalité, une fois que c'est Il y terminé, a cette on s'est fait un gros camaraderie. câlin. Oui. Il est parti, il m'a dit tout de suite qu'il espérait que je ne l'avais pas pris personnellement, que c'était pour vendre le combat, et je le savais très bien. Il est parti lui-même, je l'ai observé de loin, aller saluer ma fille, aller saluer mes amis. Oh. Il y a un respect. Quand tu partages la même douleur, les mêmes émotions, tout ce que ça amène ce sport-là, tu peux que respecter l'autre. C'est évident. Donc c'est pas des sports de voyous. C'est vrai que ça paraît extrêmement violent, Violent, et oui. c'est extrêmement violent. Il ne faut pas essayer de mentir là-dessus. C'est de la violence maintenant. Tout le monde n'est pas obligé de faire de la compétition. Moi, dans mon équipe, il y a beaucoup de gens qui le font en loisir. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a des jeunes, il y a des 15 ans, il y a des 14 ans, il y a des 16 ans, il y a des garçons, il y a des filles. Il y a des gens qui ne vont jamais rentrer dans une cage. Il y a des gens qui aiment juste se maintenir en En forme, fitness, oui. apprendre des Mm. techniques, etc. Il y a ceux qui vont avoir des notions de self-defense. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout fait pour ça, mais ça peut toujours aussi aider en cas de dernier recours. Dans tous les Et aussi cas, pour build up un peu de confiance en soi, absolument. même si c'est que pour cela. C'est un sport très complet, c'est cardio et musculaire et mental. Parfois, c'est aussi pour faire comme ces héros qu'on va voir à la télé et qu'on a envie d'imiter. Donc, chacun vient avec ses objectifs. À la fin, tu sais, tu es en opposition avec toi-même et les objectifs que tu t'es fixés. Donc, si ton objectif, c'est juste de prendre du plaisir ou juste d'apprendre un petit peu, bah, c'est déjà bien. Donc, c'est un sport qui est en pleine expansion. Il y a des salles partout. Tous les gens qui verront cette vidéo, qui n'hésitent pas, si jamais ils ne trouvent pas eux-mêmes l'information, à me contacter, je les D'accord. renverrai vers les bonnes personnes. Parfait. C'est toujours du partage, c'est toujours de l'échange. Parfait. Moi, il n'y a rien de plus valorisant dans cette histoire que les quelques, attention, hein, je ne suis pas un influenceur moi, hein, mais les quelques personnes qui m'ont écrit en disant « Je t'ai vu combattre, je me suis inscrit dans une salle ». Des gens que je ne connais pas, hein. Oui. Des jeunes, hein, beaucoup. Oui, hein, oui, oui. Attention, hein, Non, mais c'est inspirant, ça inspire et c'est une des ça. raisons pourquoi Je on fais t'a toujours invité attention en choisissant ces mots parce que je ne me prends pas non plus pour ce que je ne suis pas. Je n'ai pas de ceinture, je ne suis pas un grand champion, etc. Je travaille pour essayer d'obtenir un palmarès qui est un palmarès honnête pour un combattant amateur. Mais s'il y a quelques personnes sur le chemin qui commencent quelque chose, qui arrêtent de boire, qui changent leur alimentation, qui se sentent un minimum motivés parce qu'ils ont vu ça. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on m'a tendu un micro, mon dernier combat, je ne m'y attendais pas, on m'a tenu un micro juste après ma victoire. Ben, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre que ça, en fait? De dire, ben, peut-être que dans la salle, aujourd'hui, il y a des gens qui traversent des moments difficiles, comme moi, j'ai traversé des moments difficiles qui ont fait naître cette passion. Ne faites pas du MMA si ce n'est pas votre truc, mais trouvez une passion, trouvez-vous des rêves, et croyez que vous pouvez réaliser ces rêves. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, vous allez visualiser et par magie, entre guillemets, ça va finir par se réaliser. Vous allez les manifester, comme c'est ça, on c'est aime ça. dire. Beaucoup Merci dans ça. beaucoup, François. Merci à toi. J'ai Grand adoré plaisir. cet échange. Merci. Super.